Bonsoir à tous, bienvenue à chacune et à chacun. Alors notre thème ce soir pour ce Forum Veritas, tous pourris, sauf moi, un sujet polémique, un refrain à la mode, tous pourris. C'est souvent quelque chose qu'on entend par rapport à nos hommes politiques qui paraissent bien incapables de résoudre nos problèmes de quotidien quand ils enfreignent pas eux-mêmes leurs propres principes, comme ce ministre qui fraudait tout en luttant contre l'évasion fiscale. C'est aussi une accusation contre la science. Il semble qu'après le XXe siècle, les scientifiques soient bien incapables de résoudre nos problèmes. Une accusation contre les grandes utopies que sont le communisme, le capitalisme, où on se dit qu'elles ont lamentablement échoué. Et puis c'est une accusation contre les religions qui sont accusées de propager la haine et les conflits. Tous pourris, sauf moi, bien sûr. Jacques Attali, dans son récent livre « Devenir soi », l'affirme: dans un monde aujourd'hui insupportable et qui bientôt le sera bien plus encore pour beaucoup, il n'y a rien à attendre de personne, il est temps à chacun de se prendre en main. Autrement dit, je suis la solution. Contre la progression du mal dans ce monde, tous sont pourris, tout est pourri, mais heureusement, je peux encore me faire confiance. L'homme peut changer si seulement il en a la volonté. Nous aurions envie d'y croire, et pourtant, comme le rappelait il y a 2 semaines le philosophe Jean-Philippe Pierron lors d'une de nos conférences à Lyon, il disait ceci: il est trop facile de dire tous pourris, comme si nous ne faisions pas aussi partie du lot. Ce serait oublier que nous sommes nous-mêmes faillibles. Et d'autres vont encore plus loin que lui, et notamment Albert Camus, qui au lendemain de la Seconde Guerre mondiale disait ceci: oui, il y a une crise de l'homme, puisque la mise à mort d'un être peut être envisagée autrement qu'avec l'horreur et le scandale qu'elle devrait susciter, puisque la douleur humaine est admise comme une servitude un peu ennuyeuse, au même titre que le ravitaillement ou l'obligation de faire la queue pour obtenir le moindre gramme de beurre. Il est trop facile sur ce point d'accuser seulement Hitler et de dire que la bête étant morte, le venin a disparu. Car nous savons bien que le venin n'a pas disparu, que nous le portons tous dans notre cœur même, et que cela se sent dans la manière dont les nations, les partis et les individus se regardent encore avec un reste de colère. Fin de citation. Tous pourris de l'intérieur. Défaitisme? Réalité? Est-ce qu'il faut partager ce dur constat et conclure tous pourris, même moi, ou peut-être surtout moi? Ou bien a-t-on la capacité de se prendre en main pour changer le cours de notre histoire? Peut-on compter sur nous-mêmes? Ou bien faut-il invoquer une aide extérieure? Si oui, laquelle? Alors pour en débattre avec nous ce soir, nous avons 2 orateurs. À ma droite, Régis Pirret, qui est diplômé en sociologie de l'École des hautes études en sciences sociales. Il a obtenu un doctorat sous la direction de Michel Vivorca à Paris sur la question de la construction identitaire. Et depuis 2011, il est directeur scientifique du laboratoire de recherche interdisciplinaire de l'ITSRA. Il est également auteur de plusieurs publications et conférencier. Et il effectue notamment des travaux de recherche sur la question de la précarité, où il s'intéresse à la précarité appréhendée comme paradigme pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. Et puis à ma gauche, Johan Tourme, qui est auteur, conférencier protestant. Il travaille comme coordinateur régional pour les groupes bibliques universitaires. Et son rôle est d'encourager les étudiants chrétiens à faire connaître la Bible, notamment sur les campus. Il intervient principalement dans le centre et l'ouest de la France. Et il est auteur d'un livre « Dieu et les athées, même combat contre la religion », paru en 2010. Alors ce soir, nous allons avoir 2 exposés. Dans un premier temps, Régis Pirret, qui nous présentera son point de vue sur la question « Tous pourris sauf moi ». Et puis Johan Tourne lui répondra, donc ils auront 20 minutes chacun. Après quoi, nous aurons un temps d'échange entre nos 2 débatteurs durant 20 minutes, où je veillerai au temps de parole, 10 minutes pour chaque intervenant. Et puis ensuite, ce sera le temps pour vous de poser vos questions pendant encore 20 à 30 minutes, où à nouveau, il y aura un temps de parole équitable entre les 2 intervenants. Voilà, pensez à éteindre, s'il vous plaît, vos portables, pour ne pas perturber le débat. Et puis, vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de filmer, tout est filmé, ça sera retransmis sur Internet, donc vous pourrez revoir le débat si vous le souhaitez, ou le partager sur les réseaux sociaux ou à vos amis. Voilà, bonne soirée à chacune et à chacun, et sans plus attendre, je laisse la parole à Régis Pirret pour sa vision sur ce thème, tous pourris, sauf moi, nous vous écoutons. Écoutez, bonsoir. Donc, mon exposé va effectivement beaucoup être à votre adresse, puisque c'est vraiment cette question du rapport des jeunes aux politiques, ce qui me paraissait effectivement intéressant d'évoquer au travers de cette question. Mais alors après, à chaque fois, quand on essaye d'aborder effectivement cette question de la jeunesse aux politiques, la question c'est toujours effectivement comment aborder cette question.
est-ce qu'on peut se dire que les jeunes seraient désintéressés de la politique? Après, pourquoi est-ce que, si effectivement les jeunes sont désintéressés de la politique, pourquoi est-ce que les jeunes ne croient plus justement aux politiques? Et dans tout ça, est-ce qu'il ne faut pas penser que les jeunes ne croient plus aux politiques parce que leurs parents n'y croient plus non plus? Voilà, est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose où, du coup, ça serait un peu une transmission intergénérationnelle? Et après, on peut aussi se poser la question, effectivement, du pourquoi il y a eu cette transmission par rapport aux politiques. Et après, donc, quand on reprend aussi cette question du politique, quand on pense justement à ce qui risque de se passer dimanche, puisque je vous annonce que le Front National risque de faire 30%, donc à partir de là, bien effectivement, est-ce que dans tout cela, est-ce que le Front National ne rend pas compte justement de cette faillite du politique et du coup, effectivement, un peu, en tout cas, un refuge au niveau des extrêmes? Et après, donc, par rapport à cette question qui est souvent, par rapport en tout cas à cette constatation qui serait souvent faite que les jeunes, effectivement, ne seraient pas engagés, l'une des questions aussi qu'on peut se poser, c'est est-ce que plutôt que d'invectiver la jeunesse, est-ce qu'il ne faut pas voir dans cette non-croyance aux politiques la fin d'un système? Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas au bout de quelque chose. Est-ce qu'effectivement, un système qui a été notamment mis en place à partir du 18e, 19e siècle, est-ce qu'on est encore dans un système qui est viable aujourd'hui? Est-ce qu'on n'a pas non plus effectivement changé de monde? Et donc dans tout ça, ça amène aussi effectivement un peu à s'interroger dans quelle société vivons-nous pour que les jeunes ne croient plus aux politiques, si tel est le cas, et cette non-croyance aux politiques est-elle effectivement vraiment nouvelle? Alors donc, effectivement, les jeunes seraient désintéressés de la politique. Alors cette question-là, donc, je suis reparti un peu donc, de Daesh et je me dis, voilà, donc il y a effectivement un exemple récent avec Daesh, avec, comme vous le savez, donc, un embrigadement qui est sectaire. Et au niveau de cet embrigadement sectaire, eh bien, effectivement, ce qu'on peut se dire, eh bien, c'est que peut-être nos sociétés ne répondent pas aux attentes des jeunes. Et donc vous avez, à partir du moment où effectivement une société ne répond pas aux attentes en tout cas d'une population, peut-être qu'on peut effectivement envisager eh bien, que justement les jeunes se tournent vers d'autres idéaux et vers des idéaux qui seraient effectivement extrêmes. Et dans tout cela, peut-être aussi qu'il faut voir donc, sur cette question de la jeunesse, où on a un peu du mal à comprendre ce qui se passe et d'une certaine manière la question d'un projet ou en tout cas d'un idéal, peut-être qu'effectivement, tout ça, il faut aussi le relier à autre chose, qui est qu'aujourd'hui, eh bien, quand vous êtes jeune, vous demeurez jeune de plus en plus tard, et vous n'accédez que tardivement au statut d'adulte. Et quand je dis ça, eh bien, ça renvoie effectivement à une chose, sociologiquement aujourd'hui, donc la question de la jeunesse, on l'étend jusqu'à 28-30 ans. Après, je voudrais bien revenir un peu sur cette question dans les débats. Alors, quand on parle effectivement d'une jeunesse aujourd'hui, donc à un moment donné, on a parlé de génération bof, c'est-à-dire de génération qui effectivement ne savait pas trop ce qu'elle voulait. Et donc, à chaque fois, ce qui est aussi toujours intéressant, c'est qu'effectivement, on oppose un peu des générations. Et donc, au niveau de la question de l'engagement de la jeunesse, qu'est-ce qu'il reste, en tout cas, quelle est en tout cas la dimension la plus récente de cet engagement de la jeunesse? C'est sans doute effectivement au niveau de la société française, mai 68, et aussi dans beaucoup d'endroits dans le monde, avec justement cette idée d'un changement de société. Et quand on reprend effectivement la question des années 60, bien entendu que ça a été un changement de société. Pourquoi? Même parce que c'est aussi la période où vous allez avoir effectivement pour la première fois la mise en place d'une culture jeune, d'une culture de la jeunesse, et avec à ce moment-là effectivement une culture jeune qui va complètement se démarquer de la culture des adultes. Et donc, avec, à ce moment-là, dans les années 60, donc c'est la période vieillée, vous aviez à ce moment-là donc l'idole des jeunes qui maintenant est énormément vieillie, qui était effectivement Johnny Hallyday, et vous aviez comme ça donc toute une opposition entre d'un côté une culture jeune et une culture d'adulte. Et quand vous prenez aujourd'hui, il n'y a plus du tout cette opposition entre une culture jeune et une culture adulte. Au contraire, on serait même un peu dans un continuum. Et donc, quand on reprend après la question des années 60, même chose, pourquoi est-ce que les jeunes, effectivement, se révoltent à ce moment-là? Ils se révoltent tout simplement parce qu'ils vivent dans une société d'ordre. Et vous avez non seulement, effectivement, un fossé entre les générations, puisque d'un côté, vous aviez une culture adulte et de l'autre, une culture jeune, mais vous aviez aussi une opposition entre les générations, une opposition de valeurs, entre d'un côté des valeurs qui étaient traditionnelles, anciennes, et puis effectivement des valeurs nouvelles, avec notamment donc, des grandes revendications
au moment de 68, qui est notamment la question de la mixité. Hein, vous avez énormément de revendications, puisque, comme vous le savez, donc mai 68, le mouvement du 22 mars à Nanterre, part du refus des garçons, donc, qui étaient à l'époque mineurs, puisque la majorité était à 21 ans. Les garçons se trouvaient dans le dortoir des filles, et ils refusent de rentrer effectivement dans leur dortoir. Et voilà, derrière tout ça, donc, il y a effectivement une demande de mixité, une demande aussi de reconnaissance d'un statut, justement, qui est en tout cas un statut qui est beaucoup plus adulte que celui qu'on leur conférait alors, puisque, comme vous le savez, donc, la majorité à 21 ans, c'est avec Valéry Giscard d'Estaing en 74. Voilà. Et donc, quand on reprend par rapport à tout ça, donc, cette question, effectivement, au niveau de la famille, là aussi, on est effectivement dans des changements. Il y a eu, à un moment donné, donc, une société d'ordre avec une famille qui s'inscrivait effectivement là-dedans. Aujourd'hui, eh bien, effectivement, la famille apparaît comme étant beaucoup moins pérenne, et avec cette question où vous avez effectivement des individus qui sont de plus en plus libres ensemble, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on parle de famille, on parle de famille composée, décomposée, recomposée, voilà. Et on est aussi dans ce type de société-là où vous n'avez plus effectivement réellement quelque chose qui est complètement instauré de façon durable, et tout devient effectivement de plus en plus précaire. Voilà, donc quand on reprend toujours un peu globalement par rapport à cette période, donc on aurait vécu durant les 30 Glorieuses dans une société qui était à ce moment-là perçue comme étant justement politisée. Et donc quand on reprend très globalement, à ce moment-là, vous aviez effectivement peut-être une jeunesse qui était politisée parce que leurs parents étaient également politisés. Et il y avait à ce moment-là aussi, il faut aussi le dire, donc la croyance effectivement en un monde meilleur. Et c'était effectivement une société qui était alors portée par quelque chose qui effectivement a complètement disparu, qui était effectivement les valeurs du Conseil national de la résistance. Il y avait effectivement cette question-là. Et donc quand on reprend un peu aujourd'hui, quand on se dit qu'effectivement les jeunes ne croient plus aux politiques, peut-être qu'effectivement on peut se dire qu'ils ne sont pas les seuls. Et effectivement, quand on reprend globalement, aujourd'hui, eh bien, de façon générale, on vit dans une société de chômage de masse. Et donc, à partir de là, eh bien, peut-être qu'on peut se dire que les partis républicains, tels que l'UMP et le PS, eh bien, en tout cas, n'apparaissent plus comme étant justement en mesure de changer quoi que ce soit au niveau de la réalité. Et après, eh bien, effectivement, dans tout cela, le dernier mouvement où il y a eu comme ça une croyance vraiment à un changement politique en France, c'est 81, avec l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, où on parlait effectivement à ce moment-là du changement. Et donc, quand on reprend globalement cette croyance aux politiques aujourd'hui, ou cette non-croyance, on peut effectivement se poser la question, qui croit encore aujourd'hui aux politiques, qui a encore le sentiment que le monde peut changer? Et quand on reprend globalement aussi, nous avons effectivement changé de société. Nous sommes aujourd'hui rentrés dans un monde qui est global. Et dans ce monde, ben, notre horizon est de moins en moins national, il est de plus en plus international. Et dans tout cela aussi, eh bien, chacun d'entre nous, on a de moins en moins le sentiment d'avoir effectivement une emprise sur le monde. Et on a au contraire le sentiment eh bien, de devenir effectivement de plus en plus précaire. Et là aussi, quand on reprend au niveau de la question de la jeunesse, sur cette question de la croyance aux politiques, les jeunes, aujourd'hui, en tout cas, on peut se le dire, ne vivent pas comme ça pouvait être le cas, effectivement, en 68, dans une société où ils pensaient, où effectivement, les jeunes pouvaient penser que leur place était assurée. Aujourd'hui, vous vivez dans un autre monde, et dans ce monde, ben, vous savez très bien que la question de votre avenir est liée effectivement à votre parcours, ou plus exactement même à votre performance scolaire. Et donc, dans ce système, eh bien, effectivement, le sentiment, c'est que seuls les plus rusés s'en sortent et que l'issue est avant tout individuelle et non collective. Alors, quand on reprend aussi globalement sur cette question du politique, aujourd'hui, effectivement, peu de personnes sont militantes. Et au niveau politique, comme au niveau syndical, c'est-à-dire qu'effectivement, à chaque fois qu'on prenait le nombre de personnes qui adhèrent à des partis politiques, eh bien, effectivement, c'est en baisse, et quand on prenait aussi les adhésions syndicales, c'est aussi le même système. Et quand donc on essaye un peu de comprendre cette question-là, est-ce que cette question de la désaffection, du désengagement, est-ce que c'est effectivement quelque chose qui serait propre aux jeunes? Eh bien, en fin de compte, on s'aperçoit que non. On s'aperçoit que cette désaffection, ce désengagement, eh bien, c'est en fin de compte
quelque chose qu'on retrouve aussi sur la génération précédente, c'est-à-dire sur les parents. Hein, c'est-à-dire qu'il y a effectivement aussi ce même, il y a aussi ce même rapport effectivement politique avec justement une mise à distance. Et donc après, dans tout cela, peut-être qu'effectivement cette question justement de la distance qui est mise vis-à-vis du politique, cette non-croyance au système, elle est peut-être aussi appréhendée en termes d'éducation. Et donc après, pourquoi effectivement dans les années 70, pourquoi le collectif s'est défait? Et donc peut-être qu'on peut effectivement l'expliquer par le fait que nous sommes rentrés dans les sociétés où effectivement il y avait des acquis sociaux, mais il y a aussi, donc d'un côté 68 et l'après 68 ont donné lieu effectivement à beaucoup d'acquis sociaux, notamment au niveau de l'éducation et autres. Mais à côté de ça, bien effectivement, c'est aussi une société qui est énormément gagnée par le chômage. Et après, donc si on prend aussi un changement majeur au niveau de nos sociétés, en tout cas l'un des moments sans doute clés, c'est 1989 et la chute du mur de Berlin, et avec à ce moment-là, bien effectivement, le sentiment de changer de monde. Alors après, on peut effectivement se dire que nous vivons dans une société qui est effectivement dépolitisée, et on peut se dire qu'effectivement on peut le penser. Mais après, par rapport à cette question-là, même chose, est-ce qu'effectivement c'est réellement vrai? Et donc par rapport à ça, donc, ce qui serait un peu une faillite du politique, ça aurait été effectivement le 7, et c'est effectivement lié à ce qui s'est passé au mois de janvier avec Charlie Hebdo. Donc par rapport à Charlie Hebdo, le massacre de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher rend compte effectivement que tout n'est pas si simple que ça, lorsqu'effectivement vous avez grosso modo 10% de la population qui se retrouve dans la rue pour manifester. Et donc à partir de là, peut-être qu'on peut aussi se dire eh bien, que cela rend compte de croyances en des valeurs qui sont incarnées effectivement par la société. Et à partir de là aussi, peut-être que nous pouvons nous dire que nous vivons encore dans une société qui est effectivement portée par ces valeurs. Après, donc, quand effectivement les jeunes disent tous pourris, est-ce que ça ne signifie pas que les politiques leur apparaissent comme étant justement impuissants, que les politiques veulent donner ou donnent le sentiment d'une maîtrise qu'ils n'ont pas, d'une maîtrise qui appartient avant tout, aujourd'hui en tout cas, au Parlement européen, puisque beaucoup de décisions qui sont effectivement prises en France, en tout cas ne sont validées et mises en œuvre qu'à partir du moment où vous avez effectivement l'aval de Bruxelles. Et donc dans tout cela, eh bien effectivement peut-être que nous vivons dans un monde où on a le sentiment que les sphères de décision sont de plus en plus nébuleuses et que les décisions ben, effectivement se prennent de moins en moins au sein de l'Hexagone. Et donc là aussi sur cette désaffection des politiques, si on veut un peu essayer peut-être de le comprendre, peut-être qu'il faut se dire que nous vivons effectivement dans un monde qui n'est pas en train de se décomposer, mais qui est au contraire en train de se recomposer sur une autre échelle, sur l'échelle qui est effectivement planétaire. Et donc dans cette échelle planétaire, et bien effectivement, nous ne sommes plus qu'une région, voire aussi, nous ne sommes plus qu'un département justement du monde. Et quand vous reprenez après, très globalement, les États apparaissent comme étant de plus en plus impuissants face aux délocalisations d'entreprises. Et dans tout cela, on a le sentiment qu'il y a effectivement une sphère économique mondiale et que cette sphère économique mondiale se détache effectivement d'une sphère sociale qui, elle, continuerait, malgré tout, effectivement, de rester nationale. Et donc après aussi, toujours par rapport à cette question de la faillite du politique, donc on peut aussi se dire, effectivement, est-ce que le vote Front National ne rend pas compte justement de cette faillite? Et donc dans tout cela, le vote Front National, notamment dans des régions où il y a un fort taux de chômage, par exemple je pense au Vaucluse ou encore au département du Nord, ou encore à celui de la Picardie, et bien dans tout cela, le vote Front National il est aussi énormément rattaché effectivement à des personnes précaires qui ont le sentiment effectivement de ne plus être écoutées par les politiques. Aussi, la question de fond, c'est qu'effectivement le vote Front National apparaît toujours comme étant un peu justement le vote des exclus. Après, donc, toujours par rapport à cette question du désintérêt pour la politique, eh bien effectivement, peut-être qu'on peut aussi se dire que ce désintérêt pour la politique, il serait le reflet d'une société qui est marquée par un fort taux de chômage et le sentiment effectivement que rien ne bouge en dépit d'élections à droite comme à gauche, donc où effectivement en dehors
du thème et de la question de l'immigration, eh bien rien ne sépare réellement effectivement aujourd'hui le PS de l'UMP. Alors après, par rapport à ces questions-là, donc effectivement, d'un côté au niveau politique, compliqué un peu d'essayer en tout cas quand on reprend globalement, bien effectivement il y a une montée des extrêmes qui est très liée aussi à la question de l'exclusion. Et après, quand on rebascule cette question au niveau des jeunes, on s'aperçoit aussi que parler de la jeunesse, c'est quelque chose qui est compliqué parce qu'il n'y a pas eu, mais il y a effectivement des jeunesses. Et quand vous reprenez globalement, on ne peut pas effectivement comparer un jeune qui sort du système scolaire sans diplôme et un jeune qui effectue des études supérieures. Et donc d'un côté, vous avez effectivement toute une jeunesse qui a le sentiment d'être oubliée par le système et qui va effectivement voter Front National ou s'abstenir. Et d'autre part, une jeunesse qui poursuit des études supérieures et qui va voter justement pour les partis classiques tels que l'UMP et le PS. Et par rapport au vote des jeunes, ce qui est noté, donc là aussi, hein, c'est intéressant. Donc d'un côté, on dit que vous abstenez plus que la moyenne, mais d'un autre côté aussi, ce qui est noté, c'est que vous avez un vote qui représente sensiblement, de façon un peu plus caricaturale peut-être, le vote de vos parents. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette question où il y a une continuité entre les deux générations, alors qu'il y a eu tout un temps où c'était vraiment, où il y avait presque une opposition entre les jeunes et puis les adultes. Même si aujourd'hui, bon, même si effectivement quand vous êtes jeune, vous êtes adulte, il n'y a plus en tout cas cette opposition qui est aussi nette que par le passé. Et donc après, quand on reprend globalement, donc la question du désintérêt pour le politique, eh bien effectivement, il paraît avant tout lié à la question de ce qu'on pourrait appeler l'inclusion des personnes. Et donc, plus effectivement vous avez le sentiment de participer à la société, plus vous êtes impliqué, et plus vous avez également le sentiment que voter est important. Et à partir de là, eh bien, effectivement, quand vous êtes étudiant, vous votez plus que les jeunes qui ont effectivement le sentiment d'être en situation d'exclusion. Et donc, dans tout cela, bien effectivement, la question du tous pourrir rend aussi compte d'un sentiment effectivement de désengagement. Et nous vivons effectivement dans des sociétés qui sont relativement prospères. Et donc, s'il fallait effectivement énumérer tous les acquis sociaux depuis 1945, il faudrait sûrement passer plusieurs heures. Donc, sur la question de la place des jeunes, la place des femmes au sein de notre société. Et donc, ce sont effectivement des sujets sur lesquels il y a eu vraiment de réelles avancées, de réels acquis, hein, aussi bien au niveau de la jeunesse en termes d'autonomie qu'au niveau effectivement au niveau de la place des femmes. Et donc, quand on reprend globalement au niveau de la jeunesse, longtemps les jeunes effectivement se sont construits contre les adultes, dans une opposition, et le changement de la famille, qui d'un lieu de socialisation est devenu un lieu de sociabilité, a contribué effectivement à changer la place de chacun. Et dans tout cela, la famille est effectivement devenue un lieu démocratique, un lieu d'échange, et il n'y a plus de conflit entre les générations. La crise d'adolescence est une remise en cause, un temps du modèle familial que les jeunes contestent de manière souvent moins violente que par le passé. Voilà, donc là je vois qu'il va falloir que je conclue. Donc du coup, je me suis dit, pour la conclusion, donc j'ai décidé de faire référence à un sociologue allemand qui était aussi, en tout cas fils de pasteur protestant, qui était Max Weber. Et donc, cette question de fond sur cette question du tous pourri, donc Weber parle effectivement de désenchantement du monde. Et quand on reprend après, par rapport à ce niveau, ce que dirait Max Weber par rapport au vote que vous allez faire dimanche, il vous dirait que vous avez effectivement une action que vous allez réaliser une action qui est traditionnelle. Et vous irez voter parce que chez vous, pour vos parents, eh bien voter, c'est effectivement quelque chose qui se fait. Et Max Weber dirait aussi que votre action d'aller voter va être rationnelle par rapport à un but. Pourquoi? Bien tout simplement parce que vous avez le sentiment de faire partie de cette société et vous pensez qu'en allant voter, vous permettez à la démocratie de perdurer. Et donc vous voterez pour le PS et l'UMP par éthique de responsabilité, car vous êtes contre le Front National, et donc aussi par éthique de conviction. Voilà, ben écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup. Je me tourne vers Johan Thurn. Quelle est la vision d'un auteur conférencier protestant sur cette question, tous pourris sauf moi? Un auteur conférencier protestant est plutôt content de ce genre de questions, parce que la question de la pourriture de l'être humain est au centre du message biblique.
S'il n'y avait pas de pourriture de l'être humain, il n'y aurait pas de Bible. C'est assez facile. C'est parce qu'il y a eu un problème que la Bible a été écrite et que du coup on a voulu répondre à ce problème de départ. Être pourri, c'est une question de jugement moral. Et c'est là où mon discours va être bien différent du discours de sociologue, hein, qui s'intéresse plutôt au phénomène. Moi, je vais plutôt m'interroger sur la cause première, finalement, de la pourriture, du problème humain. Et aussi, on va se poser la question de qui doit poser les critères de pourriture. Qu'est-ce que quelqu'un de pourri et qu'est-ce que quelqu'un qui est à peu près sain? C'est la vraie question. Puisque être pourri, c'est, dans notre langage, être coupable, être irrécupérable, nocif. C'est aussi quelque chose qui est pourri, c'est quelque chose qui a été bon, finalement, mais qui ne l'est plus, et qui menace d'être contagieux. Vous remarquez le vocabulaire qui peut être employé par certains partis politiques. Je me suis interrogé sur qui pouvait dire cette affirmation, tous pourris, sauf moi. Et j'ai tout de suite pensé à Coluche, que vous avez peut-être connu si vous n'êtes pas trop jeune, mais en tout cas vous avez sûrement déjà entendu. Dans un sketch, il a dit un pour tous et tous pour eux, en parlant des politiques. Donc Coluche a été assez emblématique des Français qui étaient déçus par leurs élus, et il a dit ça dans les années 70, donc imaginez maintenant, les Français qui sont déçus par leurs élus et qui compensent l'incapacité justement des élus à voir l'incompétence des élus à répondre à leurs attentes. Ils compensent cela par des actions citoyennes. Et l'exemple de Coluche est plutôt bon parce que lui, il a compensé en créant les Restos du Cœur. La deuxième catégorie de personnes qui peut dire tous pourris, ce sont les partis extrêmes qui n'ont pas encore été au pouvoir et qui peuvent donc encore dire que leurs idées, si elles sont mises en application, changeront positivement les choses. Parce que du coup, c'est beaucoup plus facile de dire que les autres sont pourris et pas soi quand on n'a pas été soi-même aux commandes. On ne s'est pas encore trompé, donc ça va tout de suite mieux. La troisième catégorie de personnes qui peut dire ce genre de choses sont les religieux, qui peuvent dire vous êtes pourris si vous ne faites pas un certain nombre de choses pour plaire à Dieu. Et donc, si vous faites un certain nombre de choses pour plaire à Dieu, vous ne serez plus pourris et donc vous serez digne d'être sauvé. Vous arriverez à aller dans un paradis promis comme ça, si vous faites la to-do list donnée par Dieu. Et quatrième catégorie de personnes, et là je généralise pas mal, je dirais que les personnes qui peuvent dire tous pourris sauf moi, c'est un petit peu la majorité d'entre nous, qui nous prenons si souvent comme référence pour définir la normalité. Et donc, qui sommes si prompts à condamner ceux qui ne sont pas comme nous, ou qui ne pensent pas comme nous. Qui ne s'est jamais surpris en train de dire « mais quel blaireau cette fille, ce gars », juste sur des critères totalement subjectifs, ou de regarder la société comme un bon français au café du commerce, et dire « ah, la société est décadente », alors sous-entendu, moi je suis pas comme ça, les valeurs de ma famille ne sont pas comme ça. Et bien sûr, ça on le fait de manière plus ou moins raffinée, plus ou moins subtile, selon notre niveau d'éducation, selon notre talent de camouflage. Et enfin, je vous parle d'une dernière personne qui peut dire, qui aurait pu dire, tous pourris sauf moi, et je finis par le mot biblique, Jésus. Jésus, selon la Bible, est le seul homme à ne pas avoir été pourri. Pourri par quoi? Pourri par le péché. Et là, il faut définir ce que la Bible entend par péché, parce que c'est un mot qui est souvent assez incompris. Le péché dans la Bible, c'est fondamentalement une rébellion contre Dieu, un rejet de Dieu qui entraîne mécaniquement une incapacité à faire sa volonté. C'est-à-dire que ça entraîne une incapacité à adorer Dieu lui seul et non autre chose, c'est-à-dire à adorer le Créateur et non la créature, ou les créatures, c'est-à-dire ne pas sombrer dans l'idolâtrie. Or,
ce qu'on peut constater, c'est que même athée, l'homme ne peut s'empêcher de se prosterner devant soit d'autres hommes, soit devant des idéologies salvatrices, on en a parlé tout à l'heure, devant des choses, et ça on est en pleine société de consommation, donc l'adoration des choses, c'est quelque chose qui dure depuis les 30 Glorieuses justement, et surtout, il se prosterne devant lui-même. L'homme, en se rebellant contre Dieu, dans la Bible, finalement, il veut se faire Dieu à la place de Dieu, calife, à la place du calife. Et la deuxième chose que l'homme est incapable de faire, c'est d'aimer son prochain comme lui-même. Puisqu'au final, il se prend lui-même pour Dieu, il a beaucoup de mal à aimer son prochain. Et dans la Bible, justement, le rejet de Dieu, le péché, c'est ce qui explique les guerres, les oppressions, la violence verbale, physique, les mauvaises réactions, les mauvaises pensées, les mauvaises motivations pour faire les choses. Voilà ce que nous dit la Bible sur le péché. Et donc vous l'aurez compris, la vision biblique de l'être humain n'est pas tout à fait positive, voire même très négative. Dans la Bible, l'homme est esclave du mal. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne le laisse pas dans cet état. Il lui donne une solution, il lui donne une loi qui donne des limites au mal, qui donne des limites au péché, et il donne aussi des directives pour réparer le péché qui a été commis. Puisque, bien sûr, là, on est dans un état de fait, hein, l'homme a de plus en plus de mal à faire le bien, et donc a de plus en plus de facilité à faire le mal. Donc, puisqu'il va le faire, il faut donner des possibilités de réparer le péché, et cela à l'égard de Dieu, mais aussi à l'égard de son prochain, en remboursant, en rétribuant finalement le mal qu'on a fait, en réparant le mal qu'on a fait. Et la solution la plus caractéristique que Dieu donne pour qu'il pardonne ceux qui ont péché contre lui, c'est le sacrifice. Alors c'est quelque chose qui paraît assez dingue au XXIe siècle, mais ça c'est ce qui s'est fait dans l'Ancien Testament, mais c'est ce qui se fait aussi dans pas mal d'autres religions, d'autres régions. Vous avez commis un péché, vous devez payer. Voilà, on connaît encore ça aujourd'hui. Si vous avez fait quelque chose de mal, soit vous payez, soit vous faites de la prison. Il faut réparer le mal qu'on a fait. Et donc, à cette époque, pour payer, soit on avait fait du mal à quelqu'un et on pouvait donner une somme d'argent, on pouvait lui donner des mots, soit quand c'était à l'égard de Dieu, et assez difficile de donner de l'argent à Dieu, donc on faisait un sacrifice, vous preniez une bête que vous aviez dans votre cheptel, donc quelque chose qui vous coûtait, et vous la sacrifiez devant Dieu, en transmettant finalement votre faute sur l'animal. Donc c'est ce qu'on appelle la substitution pénale. Vous imposiez le mal animal un peu pour dire mon péché, finalement à cause de mon péché je mérite la mort, hein. Et donc cette mort-là, Dieu me fait la grâce de la mettre sur l'animal, et vous sacrifiez l'animal et vous étiez pardonné. C'était ça le système de la substitution pour être pardonné par Dieu, pour réparer le péché envers Dieu. Mais le drame dans ce système de sacrifice, c'est que même quand on lui a donné un système qui lui donne les moyens de lutter contre le mal, l'homme le détourne, le pervertit, pour continuer à faire le mal. Et on s'aperçoit dans la première partie de la Bible, de l'Ancien Testament, que le peuple hébreu, les Israélites, malgré les sacrifices, malgré la loi qui leur a été donnée, cherchent à chaque fois à contourner. Donc quoi, ce n'est pas qu'un mal français de contourner la loi. Ils essayent à chaque fois de contourner pour continuer de désobéir à Dieu. Et donc là, si vous lisiez la Bible de la première page à peu près à ces 2/3, là vous vous dites, mais quel est l'espoir finalement? Si, même quand Dieu intervient pour se révéler un peu plus clairement aux hommes, si les hommes continuent encore de se payer sa tête, quel est l'espoir? Eh bien, il y a une bonne nouvelle, ça c'est la deuxième partie de la Bible dans le Nouveau Testament. Dieu envoie carrément son Fils sur terre, qui s'incarne pour une mission bien particulière, pour un sacrifice, une fois de plus. On reste dans le système de la substitution pénale, de sacrifice à la place des pécheurs. Et bon voilà, Jésus a eu un ministère de 3 ans, je ne vais pas
vous résumer, hein, où il a montré qu'il était le Fils de Dieu par des miracles, par pas mal de choses. Mais le feu d'artifice, le bouquet final de son ministère, c'est d'avoir été crucifié. Alors c'est pas quelque chose de joyeux, c'est pas quelque chose qu'il a cherché à avoir, mais c'est quelque chose qui était prévu. Et les hommes, finalement, en le crucifiant, ont réalisé le plan de Dieu. Et en le crucifiant, ils ont permis un sacrifice de quelqu'un de parfait qui a pu endosser les péchés de tous ceux qui allaient mettre leur foi en lui. Et c'est comme ça, finalement, que dans la Bible, l'homme peut être sauvé, peut avoir l'assurance d'être sauvé en mettant sa foi en Jésus, c'est-à-dire dans le sacrifice de Jésus qui, justement, lui pardonne ses péchés. Mais ça, c'est le premier effet qui se coule. Le deuxième effet qui se coule, c'est que une fois que Jésus a été crucifié, il est ressuscité le troisième jour, et après il est parti loin de ses disciples, mais il leur a donné le Saint-Esprit, c'est-à-dire la troisième personne de la Trinité. Et l'avantage du Saint-Esprit, c'est qu'il vient habiter à l'intérieur de ceux qui mettent leur foi en Jésus, des disciples de Jésus, pour leur donner la possibilité d'arrêter de faire le mal, pour leur donner la possibilité d'accomplir la volonté de Dieu, c'est-à-dire de l'adorer lui et personne d'autre, et dans un deuxième temps, d'aimer son prochain comme soi-même, sans penser à soi d'abord, hein, vraiment aimer son prochain comme soi-même. Autrement dit, dans la Bible, la seule personne qui a pu dire « tous pourris sauf moi », s'est sacrifié pour des pourris. Si je peux résumer finalement le message biblique, c'est avec cette phrase: pour vraiment lutter contre le mal, l'homme a besoin d'être transformé par Dieu, et il ne le peut qu'en mettant sa foi en Jésus. Et il y a un exemple qui me paraît assez caractéristique dans la Bible, c'est l'exemple du pardon. Dans l'exemple du pardon, le pardon, c'est un petit peu le baromètre de la foi chez les chrétiens, puisqu'ils ont été pardonnés par Dieu, ils ont été pardonnés par le sacrifice de Jésus, ils n'ont rien fait pour être pardonnés, ils ont juste mis leur foi en Jésus, ils ne pouvaient pas s'appuyer sur leurs bonnes actions pour être sauvés, puisqu'ils en avaient autant de mauvaises, voire plus de mauvaises, donc ils étaient condamnés. Ils ont dû finalement mettre leur foi en Jésus pour être pardonnés. Donc c'est un peu un pardon immérité. Et c'est intéressant parce que ça retombe sur les relations interpersonnelles. Un chrétien pardonne ceux qui lui ont fait du mal, qui lui demandent pardon. Le chrétien leur pardonne parce que justement, il a été pardonné avant. Hein. Il a été pardonné, il ne méritait pas ce pardon, il en a bénéficié. Donc quelqu'un qui lui demande pardon, il lui pardonne parce que lui-même a été pardonné. Mais alors, devant la vision négative de l'homme, certains d'entre vous répliqueront sûrement à juste titre, mais même sans Jésus, il y a des hommes qui luttent contre le mal. Hein, voilà, tous les hommes ne sont pas complètement pourris. Si seuls les chrétiens brillaient dans la nuit, ça se saurait. Et je réponds que vous avez raison. Mais je répondrai deux choses à cela. À ça, je répondrai que dans la Bible, on a un concept qui s'appelle la grâce commune. C'est que même pour ceux qui se détournent de lui, Dieu ne se retire pas totalement. Hein. Il ne laisse pas les gens devenir des psychopathes qui font absolument n'importe quoi. Il leur met quand même, il garde en eux quand même un souvenir finalement de cette communion avec Dieu, de cette loi de Dieu qui est inscrite dans leur cœur, comme il est dit dans la Bible, un peu comme une certaine conscience finalement, vous voyez. Et ça, c'est ce qu'on appelle la grâce commune, qui fait que même avec ceux qui ne lui appartiennent pas, eh bien Dieu fait en sorte qu'il continue quand même de faire le bien, un peu comme s'il le louait de manière inconsciente, comme s'il lui obéissait finalement de manière inconsciente, au moins au niveau général. Ensuite, à ceux qui disent que l'homme ne fait pas trop de mal, je répondrai aussi que je pourrais citer autant d'exemples positifs sur les avancées de la science, sur les avancées de la philosophie, qui ont été plutôt des exemples positifs, que d'exemples négatifs. Et quand même, le XXe siècle est un siècle qui est plutôt pas mal au niveau exemple négatif et de boucherie absolument généralisée, d'oppression en tout genre.
Et la troisième chose que je répondrai, c'est qu'on ne voit pas tout. On ne voit pas tout. On pourrait dire que la Bible fait finalement partie des maîtres du soupçon. Je ne sais pas si vous connaissez le concept des maîtres du soupçon, c'est le philosophe protestant Paul Ricoeur qui a sorti cette expression en premier, les maîtres du soupçon, que sont Marx, Nietzsche et Freud. Marx, Nietzsche et Freud sont les maîtres du soupçon parce qu'ils disent tous, ils sont tous convaincus que derrière toute parole, derrière tout acte, derrière tout langage, il y a un autre discours plus secret qui cache des arrière-pensées. Arrière-pensée économique pour Marx, c'est-à-dire que si vous pensez ce que vous pensez, c'est parce que vous êtes un bourgeois, ou c'est parce que vous êtes un prolétaire, voilà. Et donc il faut corriger cela. Si vous pensez ce que vous pensez d'après Freud, c'est parce que votre inconscient parle, et c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Et pour Nietzsche, c'est encore pire. Ce que vous pensez, eh bien, c'est quelque chose qu'on n'arrive même pas, on ne sait même pas d'où ça vient finalement. C'est quelque chose de complètement évanescent, sûrement négatif. Et du coup, il n'y a plus que le combat de forces sauvages qui subsiste. Et donc, je pense qu'on peut mettre la Bible parmi les maîtres du soupçon, même si ces trois maîtres du soupçon n'étaient pas très copains avec la Bible. Pour la Bible, derrière tout acte, toute pensée, se cache une imperfection, une arrière-pensée, quelque chose de mauvais, qui est l'empreinte du péché. Donc voilà, on n'est toujours pas dans le positif. Il faut donc bien comprendre que la logique biblique est l'exact contraire de ce qu'on a tendance à penser. Et là, je reviens aux différentes personnes qui auraient pu dire la fameuse phrase « tous pourris sauf moi ». Au lieu de dire « je suis quelqu'un de bien », que les circonstances, ou la société, ou les proches empêchent d'être vraiment bien, bref, c'est plutôt la faute des autres, le disciple de Jésus dira « je ne suis pas quelqu'un de bien ». Les autres non plus. Mais il dira merci à Dieu pour sa grâce envers lui et pour sa grâce envers les autres. Il priera pour que Dieu l'aide à faire le bien déjà dans son cercle, son petit cercle restreint. Et il essaiera justement d'agir sur la société en faisant le bien de manière totalement désintéressée. Et ça, c'est le basique, mais aussi en parlant de ce qui fait son espérance, en parlant de Jésus. Et là, je ne vous parle pas de l'Église triomphante qui a dominé pas mal de siècles de notre histoire, qui, à mon avis, a pas mal failli, mais je vous parle d'une Église humble, d'une Église qui fait ce qu'elle peut, qui n'essaie pas de contrôler la société, mais qui agit dans la société là où on a besoin d'elle, et qui est surtout dans un pays laïque comme la France. Et je vous rappelle que les protestants sont à l'origine du concept de laïcité en France, une Église qui est pour rendre service finalement à l'État, service aux autres en respectant les lois de la République. Il y a donc une opposition entre une vision humaniste, une vision positiviste, qui s'attend au meilleur finalement, qui se dit que à force en travaillant grâce aux sciences, en parlant et tout ça, ça va s'arranger. La vision chrétienne de la société s'attend plutôt au pire, mais un pire qui est limité par la grâce commune de Dieu, et surtout s'attend à la fin des temps, parce que je vous rappelle que les chrétiens attendent le retour de Jésus, s'attendent au meilleur, s'attendent à une justice dernière qui va définitivement rayer de la carte le mal, la souffrance, et ce genre de choses. Donc il y a quand même une espérance derrière, mais cette espérance n'est pas tournée vers l'homme, elle est plutôt tournée vers Dieu. Alors la question, c'est est-ce que le diagnostic est exact, le diagnostic biblique par rapport à l'homme, est-ce qu'il est exact? Est-ce que la solution biblique par rapport à ce problème du péché, est-ce qu'elle est au moins plausible? Est-ce qu'elle est crédible? Comment traite-t-on le mal? C'est la question fondamentale dont parle la Bible. Donc ma conclusion, pour les 2 secondes qui restent, je dirais que oui, tous pourris,
même moi, mais sauf Jésus.